VOA Afrique. Tout un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous depuis New York. Cette semaine, nous revenons sur la profonde crise politique en République démocratique du Congo. L'ONU est inquiète. Cette crise, dit-elle, pourrait dégénérer en violence de masse. Le gouvernement parle d'un accord imminent sur la période de transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et les prochaines élections. Une annonce qui intervient au moment où le dialogue politique en cours à Kinshasa est toujours boycotté par une partie de l'opposition. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. La RD Congo est donc confrontée à l'incertitude à l'approche de la fin du dernier mandat du président Kabila le 19 décembre. Ses adversaires craignent qu'il s'accroche au pouvoir, mais le gouvernement maintient que la présidentielle aura bien lieu et qu'une date sera arrêtée. Émilie Yob est l'envoyée spéciale de la VOA en RD Congo. Elle nous rejoint de Kinshasa pour faire le point. Émilie, d'abord, décrivez-nous l'ambiance qui prévaut dans la capitale congolaise en cette période de tension politique. Alors ici à Kinshasa, la crise politique n'a pas eu d'impact sur les activités de la ville. Les gens sortent, vaquent à leurs occupations. En revanche, on observe une plus importante présence policière dans les quartiers où les manifestations du mois dernier ont eu lieu. En ce qui concerne l'état d'esprit des Kinois, ceux auxquels j'ai parlé sont un peu inquiets. Certains refusent de commenter la situation politique, mais beaucoup suivent de près les négociations et le dialogue. Quel que soit leur bord, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot consensus. Les gens espèrent que les partis vont arriver enfin à se mettre d'accord pour éviter que la situation ne se détériore. Le dialogue est là. Nous demandons l'opposition. La majorité, ils se mettent sur une table, discuter pour le pays. Faire des manifestations pacifiques, c'est normal. Mais aller piller, détruire le truc des Congolais comme eux, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait une inclusivité totale et un large consensus. Tout le monde y participe parce que nous sommes tous les fils de ce pays. On ne peut pas exclure les uns et laisser les autres. Non. Vous allez vous rendre compte que bien qu'il y a des problèmes, bien qu'il y a des troubles, mais la RDC, les politiciens de la RDC finissent toujours par se mettre ensemble pour la cause de notre pays. On est marre. Le 19 décembre, nous allons sortir pour réclamer notre droit. Parce qu'on ne peut pas accepter encore pour que ce régime continue à nous mater et puis nous diriger dans cette condition. Madame, nous souffrons. Réaction dans les rues de Kinshasa. Émilie, venons-en maintenant à ce dialogue national qui a été lancé il y a un mois pour sortir le pays de l'impasse électorale. Dialogue interrompu à cause des troubles, mais qui a repris fin septembre. Y a-t-il du concret à ce jour ? Alors, en ce qui concerne le dialogue national, le porte-parole du gouvernement a annoncé il y a quelques jours un accord imminent avec les partis de l'opposition qui prennent part au dialogue. L'accord verrait notamment la désignation d'un Premier ministre issu de l'opposition. Mais il faut bien garder en tête que le principal parti d'opposition, l'UDPS, boycotte toujours les élections et maintient ces conditions auxquelles le gouvernement n'est pas décidé à céder.
La situation s'est tendue davantage il y a quelques jours avec l'arrestation d'un cadre de l'UDPS. Le parti a appelé à manifester mercredi prochain, sauf si entre-temps les deux camps trouvent un accord, ce qui pour l'instant semble peu probable. Merci bien, Émilie. Émilie Yob, notre envoyée à Kinshasa. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, professeur Ngemi Yalangue, cet historien d'origine congolaise, a notamment enseigné à City College de New York. Auteur d'un ouvrage à paraître bientôt, Le Congo-Zaïre, de Léopold II à Paul Kagame. Via Skype de New Jersey, Jason Stearns, ancien expert de l'ONU, qui dirige actuellement le groupe d'études sur le Congo. Il est à la fois rattaché aux universités de New York et de Yale. Et depuis Washington, le Congolais Jacques Bahati du réseau Afrique, Foi et Justice. Jason, je commence par vous. Quelle lecture faites-vous de cette crise politique qui secoue la RD Congo ? Bon, c'est une crise, je pense, extrêmement grave. Je ne vois pas vraiment une issue de cette crise, même s'il y a un accord politique entre ceux qui sont autour de la table actuellement, donc le gouvernement et certaines parties de l'opposition. Il est très probable qu'ils excluent une grande partie de l'opposition. Et cette partie de l'opposition, menée par Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi notamment, vont essayer de faire pression dans la rue. Et donc, il y a une grande probabilité d'une turbulence politique qui va se jouer et dans les salles de conférence, mais aussi dans les rues. Et malheureusement, quand il y a des manifestations dans la rue, il y aura toujours la possibilité de répression et des morts comme on l'a vécu le 19 septembre. Point de vue plutôt pessimiste. Alors, pour être précis, le projet d'accord annoncé par le ministre Lambert Mende porterait sur la période de transition entre la fin du mandat du président Kabila et les prochaines élections. Professeur Yalangue, nous savons que la frange de l'opposition qui prend part au pourparlers dirigée par Vital Kamerhe, si effectivement les participants aboutissent à un accord, en quoi sera-t-il valide si l'autre partie de l'opposition, peut-être la plus importante d'ailleurs, conduite elle par Étienne Tshisekedi, que vous connaissez, continue de rejeter les pourparlers? C'est justement ça le problème, c'est qu'il y a un éléphant que tout le monde ignore. C'est-à-dire que ce dialogue qui se passe à la cité de l'Union africaine entre le gouvernement et l'opposition qui est menée par Kamerhe, la majorité de l'opposition, c'est-à-dire le groupe mené par Étienne Tshisekedi, ne prend pas part. Ça veut dire que la majorité de l'opposition n'est pas là. Et Kamerhe, on se rappellera qu'il a été l'un des gens qui ont supporté Joseph Kabila depuis 2006, même à 2011. Donc, si ça aboutissait à un accord, cet accord ne sera pas valide, surtout pour le peuple congolais. En tout cas, Émilie le disait, l'accord pourrait prévoir l'attribution du poste de Premier ministre à l'opposition et les proches de Vital Kamerhe affirment que si d'aventure Tshisekedi ratifie l'accord, Kamerhe ne verra aucun inconvénient à lui laisser le poste. Jacques Bahati, ce scénario est-il dans le domaine du possible et aiderait-il à calmer les esprits en attendant les élections ? Merci pour m'avoir invité à cette émission. Moi, je dirais que ceux-là qui sont absents à la table des négociations doivent urgemment rejoindre les autres parce que c'est dans l'intérêt de la nation que les gens doivent avoir un consensus pour amener le pays vers l'avant et surtout sauver la démocratie en RDC. Donc, il n'y a pas d'excuse. L'opposition doit accepter qu'ils ont perdu une tactique politique qui a été utilisée par la majorité, qui consiste à retarder les élections. Et le président de la République les avait appelés pour s'asseoir. Malheureusement, ils ont fait mauvais calcul et aujourd'hui, on est là où on est. Alors voilà, l'UDPS de l'opposant historique Étienne Tshisekedi boude donc les pourparlers. Son fils Félix Tshisekedi, également au cadre du parti, fait part des revendications de l'UDPS. Nos conditions sont connues. D'abord, la libération de nos amis. Vous voyez que de ce côté-là, nous ne sommes toujours pas entendus. Au contraire même, la provocation continue.
il y a l'arrêt, la cessation en tout cas de toutes les tracasseries, tant administratives que judiciaires, dont sont victimes nos amis, l'accès aux médias officiels, parce qu'aujourd'hui les médias officiels, le pouvoir en fait ce qu'il veut, il les instrumentalise, et même des fois contre les Occidentaux, on l'a vu, avec M. Perriello et bien d'autres campagnes qu'il mène contre l'impérialisme, l'ingérence, etc. C'est très dangereux. Il faut que ça cesse. Le départ de Kabila, ni plus ni moins, pour éviter le chaos. Alors l'UDPS doit-il faire des compromis, Jason? On a entendu Jacques qui le disait un peu tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'absolument, il faut que tout le monde fasse des compromis, mais il y a un grand problème. Le problème, c'est que les compromis qui doivent être faits sont très difficiles à faire. Regardons par exemple les deux grandes conditions posées par l'opposition. Il y a la libération des prisonniers politiques et là, je pense que l'éléphant, si on peut parler des éléphants, l'éléphant dans la salle est surtout Moïse Katumbi, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques, mais le plus important, c'est Moïse Katumbi, qui est perçu par le gouvernement comme l'opposant peut-être le plus dangereux, comme il est très populaire, il est très riche, il faisait aussi partie du gouvernement, il est perçu comme quelqu'un qui est derrière l'opposition, qui finance l'opposition, et il est en exil actuellement, il ne peut pas revenir à Kinshasa sans être arrêté. Et donc, il y a le dossier Moïse Katumbi, et le deuxième dossier, c'est la facilitation, parce que l'opposition rejette justement le facilitateur nommé par l'Union africaine, Edem Kodjo, comme biaisé. Et ils veulent avoir un nouveau facilitateur. Là aussi, je pense qu'il y a un problème. Le SADC, la communauté de l'Afrique australe, a insisté il y a quelques jours que Kodjo soit le facilitateur, qu'on aille en avant avec Kodjo. L'opposition le rejette catégoriquement. Donc, il y a des compromis très difficiles à faire. Je suis d'accord avec M. Bahati, il faut absolument faire des compromis, mais il faut souligner que c'est pas probable que ça soit fait avant qu'il y ait encore des troupes dans les rues de Kinshasa. Je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect Edem Kodjo. Alors le parti au pouvoir, lui, est plutôt confiant quant au dialogue en cours. Henri Mova Sakani est le secrétaire général du PPRD. C'est le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Nous l'écoutons. En fait, ils multiplient ces préalables-là pour en fait bloquer le processus. Ils sont dans un autre schéma, le schéma insurrectionnel. Ils ont essayé, jusque-là ça ne prend pas. Et ceux qui le poussent à cette folie commencent à prendre la mesure du danger que représente l'explosivité de la situation. Et nous avons l'espoir que cela sera une bonne leçon pour leur dire il vaut mieux aller discuter, même avoir un mauvais accord, que d'avoir une solution idéale, mais qui verrait des millions de Congolais tués par la boulimie politique de ceux qui ont intérêt dans ce jeu. Voilà, des propos recueillis par Émilie Yob, un dialogue dans la transparence, pas de complot. Pensez-vous qu'il y a quand même un réel effort de la majorité gouvernementale pour tenter de sortir le pays de la crise actuelle? Ben moi, je pense que si on fait vraiment un examen du fond du problème, on va se rendre compte que d'abord, Kabila, il est dans son dernier mandat, c'est-à-dire qu'il me son mandat, donc il ne devait plus se représenter. Mais Kabila, ça fait des années maintenant qu'il essaie de faire ce qu'on appelle le glissement. Et le fait de ne pas avoir appelé aux élections, c'est ça le glissement. Aujourd'hui, Kabila et ses forces, qui sont des forces étrangères, parce que Émilie peut-être pourra vous dire que les gens qui tuent à Kinshasa ne parlent pas le lingala, ces soldats-là parlent l'anglais et le swahili. En même temps, professeur, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise Kabila à rester en fonction si les élections n'étaient pas organisées. Non, la Cour constitutionnelle n'a qu'interprété ce que la Constitution dit, c'est-à-dire que comme ici aux États-Unis, lorsqu'il y a des élections au mois de novembre, Obama reste en fonction jusqu'au mois de janvier. C'est ce que cette Cour constitutionnelle dit, mais je voulais seulement mentionner l'éléphant. L'éléphant qui se trouve là-bas, c'est que la majorité présidentielle ignore ce que le peuple congolais dit. Le peuple congolais veut que Joseph Kabila quitte.
En fait, si Émilie peut vous dire, en lingala, il chante Zonga na Rwanda, c'est-à-dire rentre au Rwanda. Parce que Joseph Kabila, comme François Gono avait écrit en 2012, on l'appelle à Kinshasa le petit Rwandais, c'est-à-dire qu'il n'est pas congolais. Alors, donc si maintenant cet accord... Non, Mendy, vous direz totalement le contraire. Et évidemment, on ne l'a pas là pour répondre, pour réagir à cela. Oui. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette pause. Ok, merci. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide de retour avec vous. Comment mettre un terme à la crise politique en RD Congo? Élément de réponse avec nos invités dans cette deuxième partie de Washington Forum. Mais d'emblée, deux de vos nombreux commentaires à Facebook. Joe Kamana, Lubumbashi. J'aimerais demander à ceux qui conseillent le président Kabila de mieux le faire. Nous le félicitons pour tout ce qu'il a fait pour son pays pendant au moins 15 ans. Le temps est venu pour qu'il laisse la place à une autre personne. Eli Amidou Kisangani, il va falloir l'implication sincère de la communauté internationale et les parties concernées doivent fournir les efforts pour répondre aux exigences des uns et des autres. Pour revenir aux récents affrontements meurtriers, ils font craindre le pire à la communauté internationale, comme nous allons l'entendre dans ce compte-rendu d'Éric Manirakiza. L'ONU met en garde contre des violences à grande échelle en République démocratique du Congo, notant que toutes les parties à la crise politique semblent de plus en plus vouloir recourir à la violence. En septembre dernier, une série d'affrontements meurtriers s'est produite dans la capitale Kinshasa où des manifestants de l'opposition demandaient la démission du président Joseph Kabila. Au moins 49 civils ont été tués, dont 38 par arme à feu, les autres à coups de machette ou brûlés vifs. La mission de maintien de la paix de l'ONU sur place, qui compte 22 000 hommes, serait dans l'impossibilité de garantir la protection des civils si le pays tombe dans le chaos, a prévenu Maman Sambo Tsidikou à la tête de la MONUSCO. La France a récemment tiré la sonnette d'alarme. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a déclaré que la RDC est au bord de la guerre civile à cause d'un président qui veut garder sa place alors que la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Washington est aussi préoccupé. L'administration de Barack Obama a pris des sanctions contre 2 généraux proches du président Kabila. Ils sont accusés de saper le processus démocratique et réprimer les libertés et droits politiques du peuple congolais. Éric Manirakiza, merci bien. Et nous retrouvons nos invités, l'historien d'origine congolaise, Ngemi Yaalilengi, Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo, et Jacques Bahati du réseau Afrique Foi et Justice. Jason Stearns, que doit faire la communauté internationale, qui inclut bien entendu l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, pour la sauvegarde du processus électoral en RDC? Bon, il est clair qu'ils doivent renforcer la pression pour que tout le monde se mette autour de la table, pour que justement ces compromis qu'on vient de citer soient faits, pour que le gouvernement se montre prêt à négocier de bonne foi avec tout le monde, et pour que l'opposition aussi soit plus flexible qu'avant. Mais en même temps, on constate que ce n'est pas vraiment la communauté internationale qui va jouer le rôle clé. C'est vrai qu'ils ont menacé des sanctions, les États-Unis ont déjà imposé des sanctions, je pense que les Européens pourraient aussi bientôt imposer des sanctions, mais je pense que la grande bataille, la vraie bataille, sera dans la région, avec l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tanzanie qui auront un grand impact, et surtout entre les Congolais eux-mêmes. Je pense qu'on a vu que le président Kabila est contraint. Peut-être maintenant il y a un peu de flexibilité, mais en fin de compte, il se montre dans une situation très très difficile, justement parce qu'il a échoué à changer la constitution pour rester, comme Sassou Nguesso, Paul Kagame et Museveni l'ont fait. Et il est de tous les côtés, la société civile, l'Église catholique, la rue congolaise,
ils se voient menacés. Donc je pense que la vraie bataille n'est pas entre la communauté internationale et le Congo, mais entre les Congolais eux-mêmes. Les Congolais, il y a évidemment les acteurs régionaux, comme vous l'avez mentionné également. Jacques Bahati, qu'attendez-vous de ce sommet international sur la RD Congo prévu le 26 octobre à Luanda? Oui, ce sommet doit délivrer un message d'assurance que le Congo doit être sauvé. Disons, la démocratie au Congo doit être sauvée. Mais j'insiste à ce que les partenaires du Congo puissent aider la commission électorale avec les moyens nécessaires pour, disons, amener le peuple aux élections et choisir leurs dirigeants. Mais le plus important, vraiment pour moi, c'est de sauver la démocratie au Congo. C'est cette démocratie qui va nous permettre de construire un état de droit. Un état de droit dans lequel la loi est respectée, dans lequel l'employeur et les managers des institutions au Congo ne vont plus jamais demander des faveurs sexuelles aux femmes avant de leur donner de l'emploi. C'est un état de droit qui va favoriser à ce que les filles qui vont à l'école et dans des universités sont protégées contre des prédateurs qui demandent le sexe avant de faire passer le cours, disons avant que les filles ne passent le cours. C'est ça l'état de droit que nous voulons, et nous voulons que la communauté internationale puisse nous aider à construire un état de droit, et pour cela, il faut avoir un consensus entre les politiciens. Consensus entre les politiciens et état de droit. Mais professeur Yalenghi, s'il n'y a pas d'accord avant le sommet de Luanda, l'idée de remplacer l'actuel facilitateur du dialogue de Kinshasa, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, a été émise. Il y a même le nom de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui est évoqué. Edem Kodjo, critiqué par l'UDPS. Kofi Annan, en médiateur, pourrait-il réunir toutes les parties concernés afin de trouver une issue rapide à la crise actuelle? J'ai les doutes très forts, aussi longtemps que ceux qui représentent le peuple congolais, en l'occurrence Tshisekedi, et l'opposition ou les résistants au dehors, c'est-à-dire de la diaspora, parce qu'ils ont un impact très important sur ce qui se passe au Congo. Ça, on néglige cet aspect. Mais aussi longtemps que les désirata du peuple congolais ne seront pas pris en considération, entre autres, que Joseph Kabila, qui est à son dernier mandat, ne se représente plus. Parce que vous ne pouvez pas obliger le peuple congolais d'accepter que Joseph Kabila, qui n'est d'ailleurs pas congolais, qui reste là. Lui aussi, ne devrait-il peut-être pas faire un pas, peut-être arrêter cette intransigeance qui dure depuis assez longtemps, et oui, on n'avance pas. Ça c'est vrai, mais l'intransigeance de Tshisekedi et de l'opposition, qui est une intransigeance qui découle. Mais vous avez entendu, Jacques, tout à l'heure, ce que le peuple congolais veut également, c'est la paix. Alors, donc, c'est de savoir réunir toutes les parties concernées. D'accord. Ce que Jacques Bahati dit, c'est ce que Joseph Kabila et les gens qui le supportent, entre autres Paul Kagame et Museveni, c'est ce qu'ils avancent. Bon, je ne sais même pas si Jacques Bahati est congolais, parce que sur nos recherches, nous savons que Jacques Bahati... Congolais, bon, on n'est pas là pour attaquer non, je le dis seulement pour que on puisse mettre dans le contexte. Mais ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est évidemment en faveur du peuple congolais. Non, il est en train de prôner la paix. Mais alors, on va revenir là-dessus. J'ai deux autres commentaires Facebook à vous faire part. Alors, Jessica Chala de Lubumbashi. Nos politiciens sont de vrais guignols, des comédiens de mauvais augure. Elle est en train de parler de tous les politiciens, de tous bords. Qu'ils arrêtent de nous distraire, parce que dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas l'intérêt de la population. Et Urfe Mateta, Kinshasa, la solution ne viendra ni de Luanda, ni d'Addis Abeba, c'est à Kinshasa. Et pour l'instant, les Congolais ne demandent pas beaucoup le départ de Kabila. C'est tout. Et en fait, un point qu'a soulevé tout à l'heure Jason Stone. Alors, la solution, Jason, est-elle donc toute simple, le départ de Kabila? Bien sûr.
Bon, la Constitution est assez claire. Le président Kabila, sauf s'il change la Constitution, et les articles sont verrouillés par la Constitution même, il ne peut pas rester au-delà de son mandat. Et la Constitution était aussi claire que les élections devraient se faire cette année. On se trouve dans un problème, dans un impasse, dans une crise qui est une crise créée par le gouvernement même, qui a traîné les pieds en organisant les élections. Et maintenant, on est dans une impossibilité dans les élections à temps. Et donc, oui, en sorte, la solution, c'est que Kabila parte, qu'il y ait une succession comme demandé par la Constitution. La question, c'est comment le faire. Et c'est à cause de cela qu'il faut se mettre autour d'une table pour négocier cela. Est-ce qu'il faut que Kabila reste pour la période de transition? Est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre soit là? Est-ce que ça devrait être le président du Sénat? Comment organiser cette période transitionnelle? C'est jusqu'à quand est-ce que cette période transitionnelle va rester? Le gouvernement demande que ça soit jusqu'à fin 2018. L'opposition dit que non, c'est encore possible de faire des élections en 2017. Donc il y a beaucoup de questions. Et je pense que la seule option, on est contraint à négocier. Malheureusement, il n'y a pas d'autre option de sortir de cette crise. Je ne pense pas que la confrontation, la répression, la violence va nous amener quelque part. Et moi non plus, je ne veux pas créer la confrontation ici sur ce plateau, mais Jacques Bahati, vous avez entendu le professeur tout à l'heure, alors qui se demande si vous êtes vraiment congolais, mais rapidement, et on ne va pas entrer dans la polémique. Bon, ça fait longtemps qu'un certain groupe de Congolais avance des motifs de nationalité sur les médias et partout. Mais ça, c'est un effort qui n'avance pas le peuple congolais vers la prospérité. Les gens de Béni, ils veulent la paix. Ils n'avancent pas. Donc, voilà, je voudrais vous poser cette question. Absolument, vous voulez la paix. Alors, si un accord était signé, Jacques, quelle ouverture serait faite, par exemple, à l'opposition pendant que certains de ses membres font l'objet de poursuites judiciaires? Il y a, par exemple, le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Bon, il y a une bonne partie de l'opposition qui ne veulent pas se mettre à la table. Ils vont subir encore une autre défaite, comme on le voit maintenant. La majorité a gagné une stratégie politique pendant que l'opposition pensait que ça n'allait pas marcher. On doit les avoir sur la table afin que le peuple congolais ne puisse pas entrer dans une guerre. Personne ne doit plus jamais imposer aucune forme de gouvernement au peuple congolais à travers la force. Nous devons aller aux élections et cela va venir du consensus des gens qui sont sur la table. Et on demande aussi aux militaires d'exercer la restreinte pour que les gens ne puissent pas être tués pour l'expression de leur opposition sur ce qui se passe au pays. Peut-on éventuellement aboutir à une solution africaine comme le prône l'Afrique du Sud, professeur? Ce qu'on pourra faire à ce moment-ci, c'est l'intervention de la communauté internationale. Comme la France le préconise, comme les États-Unis le préconisent, parce que le peuple congolais n'a pas une force, il n'a pas une armée. C'est l'armée de Kabila qui tue le peuple congolais. Maintenant, il va falloir que la France et les États-Unis fassent comme ils avaient fait dans d'autres pays pour sauver les pays, c'est-à-dire ou bien enlever Joseph Kabila et l'arrêter, l'amener au CPI, et puis maintenant permettre ce sont des accusations, vous parlez de l'armée, ce sont des accusations que le gouvernement congolais rejette. Très rapidement, Jason Stone, il faut dire que dans un rapport publié en mars dernier, votre groupe accuse des militaires des FARDC justement d'avoir participé à des massacres dans la région de Béni. L'Est de la RDC, on le sait, est le théâtre de conflits depuis des années. L'actuelle crise politique risque-t-elle de conduire ce pays dans une nouvelle spirale de conflits armés, d'après vous, très rapidement? D'abord, on a dit que il y a certains militaires, mais pas l'armée comme telle, qui a participé au massacre. Je pense qu'en général, absolument, la situation à l'Est est étroitement liée à ce qui se passe à Kinshasa. Les groupes armés, dont beaucoup ont des liens avec les politiciens, sont en train de suivre de près exactement ce qui est en train de se faire à Kinshasa. Et je n'ai pas de doute que s'il y a une crise politique à Kinshasa, ou si cette crise s'aggrave, qu'il y aura plus de problèmes à l'Est, que les pays frontaliers vont profiter de cela aussi. Donc, il n'y a pas de doute que les deux sont liés. Voilà. Peut-on entretenir l'espoir quand même de voir l'UDPS se rallier à un quelconque accord ou éventuellement aux négociations en cours? En deux mots. En deux mots, il va falloir que l'UDPS s'associe avec
ceux qui sont dehors, entre autres, par exemple, le groupe qui conduit... Professeur, je vous remercie. Le temps nous fait défaut. Voilà, merci à nos invités, merci aux équipes de Washington et de New York, et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. Je vous dis à la prochaine. Take care.